Nous allons étudier dans cette vidéo l'anatomie de l'os occipital, en commençant par une présentation générale, suivie de l'étude de ses angles, de ses bords, ainsi que de ses trois parties constitutives que sont l'écaille, les pars condylaires et l'apophyse basilaire. Nous aborderons aussi le foramen jugulaire et le foramen magnum, pour terminer par l'ostéogenèse, les articulations avec les os voisins, ainsi que les liens anatomiques. Commençons par la présentation générale. L'os occipital est un os impair constitué de 4 parties. L'écaille occipitale, ici en bleu, appartenant à la voûte crânienne. Les pars condylaires gauche et droite, en rouge, appartenant à la base du crâne. L'apophyse basilaire, en vert, appartenant également à la base du crâne. Ces 4 parties constitutives entourent le foramen magnum. L'os occipital présente une forme globalement losangique, inscrite sur un segment de sphère. Qui dit forme losangique dit 4 angles, avec un angle supérieur, 2 angles latéraux gauche et droit, et enfin un angle inférieur. Puis 4 bords, avec les 2 bords supérieurs gauche et droit, ou bords pariétaux. Et les 2 bords inférieurs gauche et droit, ou bords temporaux. Décrivons les angles de l'os occipital. L'angle supérieur est situé à la réunion des 2 bords supérieurs gauche et droit. Il correspond au point craniométrique lambda, à la réunion des 2 sutures lambdoïdes gauche et droite. L'angle latéral se situe à la jonction des bords supérieurs et inférieurs, au niveau du point craniométrique astérion, et à la jonction des 3 sutures qui sont la suture lambdoïde, la suture occipito-mastoïdienne et la suture pariéto-mastoïdienne. L'angle inférieur se situe à la réunion des 2 bords inférieurs gauche et droit. Il est articulaire avec l'os sphénoïde, en avant, pour former la synchondrose sphéno-basilaire. Étudions les bords de l'os occipital. Le bord supérieur de l'os occipital s'étend de l'angle supérieur à l'angle latéral, donc du point lambda en haut au point astérion en bas. Il répond au bord postérieur de l'os pariétal pour former la suture lambdoïde, d'où son nom de bord pariétal. Ce bord postérieur de l'os occipital est conformé en biseau. Nous avons tout d'abord un biseau interne au niveau des 2 tiers supérieurs et un biseau externe au niveau du tiers inférieur. Entre les 2 biseaux se situe un point de changement de biseau, le point innominé, ou point pivot occipito-pariétal. Le bord inférieur s'étend de l'angle latéral à l'angle inférieur, du point craniométrique astérion à la synchondrose sphéno-basilaire. Il répond à l'os temporal en formant une articulation occipito-temporale, composée de 2 portions et de 3 sutures. Les 2 portions de l'articulation entre l'os occipital et l'os temporal sont tout d'abord une portion postérieure entre l'os occipital et la mastoïde de l'os temporal, puis une portion antérieure entre l'os occipital et la pyramide pétreuse de l'os temporal.
Concernant la portion postérieure qui répond à la mastoïde de l'os temporal, elle présente une suture, la suture occipito-mastoïdienne. Cette suture occipito-mastoïdienne possède une portion verticale postérieure, taillée en biseau externe, et une portion horizontale antérieure, taillée en biseau interne. Le point de changement de biseau étant le point CSM ou condylo-squamo-mastoïdien. Quant à la portion antérieure de ce bord inférieur de l'os occipital, elle présente deux sutures avec l'os temporal, la suture pétrojugulaire, occupée par le foramen jugulaire, et la suture pétrobasilaire. Abordons maintenant l'écaille occipitale. Cette écaille présente deux faces, commençons par la face endocrânienne. Au centre, nous voyons la protubérance occipitale interne, nommée aussi torcular ou pressoir d'aérophile. En dessous de cette protubérance occipitale interne, une crête verticale, la crête occipitale interne, qui est bifurquée en rejoignant le foramen magnum. Elle présente l'insertion de la faux du cervelet. Cette bifurcation de la crête occipitale interne délimite la surface vermienne où repose le vermis du cervelet. Au-dessus de la protubérance occipitale interne, un sillon vertical empreinte du sinus sagittal supérieur, donnant insertion sur ses bords à la faux du cerveau. Latéralement à la protubérance occipitale interne, deux sillons transversaux empruntent des sinus transverses gauche et droit, donnant insertion sur leur bord à la tente du cervelet. Dans la portion supérieure de l'écaille, de part et d'autre du sillon du sinus sagittal supérieur, nous trouvons les deux fosses cérébrales gauche et droite, répondant aux circonvolutions cérébrales occipitales. Dans la portion inférieure de l'écaille, de part et d'autre de la crête occipitale interne, nous voyons les fosses cérébelleuses gauche et droite, répondant au cervelet. Maintenant, voyons la face exocrânienne de l'écaille occipitale. Elle présente en son centre la protubérance occipitale externe, correspondant au point craniométrique ignion et donnant insertion au ligament nucal. En dessous de cette protubérance externe, une crête verticale, la crête occipitale externe, donnant insertion également au ligament nucal. Transversalement, de part et d'autre de la protubérance occipitale externe, la ligne courbe occipitale supérieure. Puis à l'identique, de part et d'autre de la crête occipitale externe, la ligne courbe occipitale inférieure. Le rebord de l'écaille occipitale délimitant en arrière le foramen magnum donne insertion à la membrane atlanto-occipitale postérieure. Celle-ci fait partie du système ligamentaire sous-occipital, moyen d'union entre l'os occipital et le rachis cervical supérieur. À noter sur cette face exocrânienne de l'écaille occipitale un certain nombre d'insertions musculaires puissantes. Le semi-épineux de la tête et l'oblique supérieur de la tête entre les deux lignes courbes occipitales, le petit droit postérieur de la tête et le grand droit de la tête en dessous de la ligne courbe occipitale inférieure. Au niveau de la ligne courbe occipitale supérieure, nous avons les insertions musculaires des muscles trapèzes, occipito-frontal, sternocléido-occipito-mastoïdien et splénus de la tête. Étudions à présent les pars condylaires de l'os occipital. Les pars condylaires sont aussi nommées masses latérales. Elles appartiennent à la base du crâne. Elles limitent latéralement le foramen magnum
et elles sont posées sur la première vertèbre cervicale, l'atlas, par les condyles occipitaux. Nous allons étudier les deux faces, endocrânienne et exocrânienne, puis les deux bords, le bord médial et le bord latéral. Sur une vue endocrânienne des pars condylaires, nous notons la présence du tubercule jugulaire, surplombant l'entrée du canal de l'hypoglosse, destiné au nerf crânien numéro 12. En arrière du tubercule jugulaire, quelques sillons laissés par l'empreinte des nerfs crâniens 9, 10 et 11. Sur la partie antérieure de cette face endocrânienne, un sillon plus large, l'empreinte du sinus pétreux inférieur. Au niveau de la partie latérale endocrânienne, un autre sillon, l'empreinte du sinus sigmoïde. Le sinus sigmoïde se jette dans la veine jugulaire interne au niveau du foramen jugulaire. Ce foramen jugulaire sera étudié ultérieurement. Sur une vue exocrânienne des pars condylaires, nous avons le condyle occipital gauche et droit. Le condyle occipital est convexe dans les deux sens. Il présente un grand axe oblique en avant et en dedans. Il possède une surface articulaire recouverte de cartilage qui repose sur la première vertèbre cervicale, l'atlas. Le contour du condyle occipital et de la surface articulaire donne insertion à la capsule de l'articulation occipito-atloïdienne, entre l'occiput et l'atlas. Le bord interne du condyle donne également insertion à deux ligaments qui renforcent la capsule articulaire, le ligament alaire et la membrane tectoriale. En avant du condyle occipital se situe la fosse condylaire antérieure, avec le foramen du nerf crânien numéro 12, ou canal de l'hypoglosse. En arrière du condyle occipital se trouve la fosse condylaire postérieure, avec un canal condylaire postérieur, inconstant, passage d'une veine qui rejoint le sinus sigmoïde. En arrière et en dehors du condyle occipital, l'insertion du muscle droit latéral de la tête. Intéressons-nous maintenant au bord des pars condylaires. Le bord médial forme la limite latérale du foramen magnum. Ce bord médial donne insertion à la durmère spinale. Le bord latéral répond à l'os temporal et limite en dedans le foramen jugulaire. Ce bord est limité en arrière par le processus jugulaire. Il est limité en avant par l'apophyse basilaire. Voyons maintenant le foramen jugulaire. Anciennement nommé trou déchiré postérieur, il est situé entre la pars condylaire de l'os occipital, en dedans, et le rocher de l'os temporal, en dehors. Ce foramen jugulaire est divisé en deux parties, une partie antérieure et une partie postérieure, par le ligament pétro-occipital. Ce ligament est tendu entre les épines jugulaires de l'os occipital et de l'os temporal. La portion postérieure du foramen jugulaire est nommée pars vasculosa. Elle contient un élément vasculaire important, la veine jugulaire interne, veine de drainage du réseau veineux intracrânien. La portion antérieure du foramen jugulaire est nommée pars nervosa. Elle contient 3 nerfs crâniens qui la traversent pour sortir du crâne, les nerfs 9, 10 et 11. Étudions à présent l'apophyse basilaire. L'apophyse basilaire est aussi nommée basi-occiput. Elle présente deux faces, la face exocrânienne et la face endocrânienne, ainsi que 3 bords,
les bords antérieur, postérieur et latéral. Au niveau de la face endocrânienne de l'apophyse basilaire, nous trouvons une gouttière, la gouttière basilaire, ou clivus, qui supporte une partie du tronc cérébral. Nous voyons aussi l'insertion de deux structures tendino-ligamentaires, le ligament cruciforme, plus précisément son faisceau occipito-transversaire, ici en numéro 1. Puis en numéro 2 sur l'illustration, l'insertion de la membrane tectoriale ou membrane occipito-atloïdienne entre l'os occipital et l'atlas. Située latéralement, la présence d'un sillon, l'empreinte du sinus pétreux inférieur. Au niveau de la face exocrânienne de l'apophyse basilaire, nous trouvons d'avant en arrière tout d'abord une fossette, la fossette notocordale, zone d'insertion de la notocorde, vestige de la vie embryonnaire. Juste en arrière de cette fossette notocordale, nous trouvons en numéro 4 sur l'illustration une petite éminence osseuse donnant insertion au fascia pharyngo-basilaire, le tubercule pharyngien. En arrière de ce tubercule pharyngien, nous trouvons en numéro 5 l'insertion du ligament vertébral commun antérieur, suivi de l'insertion de la membrane atlanto-occipitale antérieure en numéro 6, puis de l'insertion du ligament de l'apex de la dent de l'axis en numéro 7, dent de l'axis qui est aussi nommé processus ondotoïde de C2. Enfin, nous trouvons des insertions musculaires avec l'insertion du muscle droit antérieur de la tête en numéro 8 et le muscle long de la tête en numéro 9. Le bord antérieur ou extrémité antérieure de l'apophyse basilaire est une surface articulaire nommée surface quadrilatère, de par sa forme carrée, qui répond à la face postérieure du corps de l'os sphénoïde pour former la synchondrose sphéno-basilaire. Le bord postérieur de l'apophyse basilaire est en fait le bord antérieur du foramen magnum. Le milieu de ce bord comporte le point crâniométrique basion. Il est relié au processus odontoïde de la deuxième cervicale, ou axis, par le ligament de l'apex. Les deux bords latéraux de l'apophyse basilaire répondent à la pyramide pétreuse, ou rocher, de l'os temporal, en formant la suture pétro-basilaire. Passons maintenant à l'étude du foramen magnum. Le foramen magnum est un orifice à la base du crâne faisant communiquer la boîte crânienne contenant l'encéphale, le tronc cérébral et le cervelet avec le canal vertébral contenant la moelle spinale. Ce foramen contient différentes structures anatomiques, la moelle spinale et ses enveloppes méningées, les artères vertébrales, les nerfs spinaux, 11e paire de nerfs crâniens, les rameaux ascendants des nerfs hypoglosses, 12e paire de nerfs crâniens. Il donne insertion sur tout son pourtour à la dure mère et au fourreau durmérien contenant la moelle spinale. Il présente deux points crâniométriques, le point basion au milieu de son bord antérieur et le point opistion au milieu de son bord postérieur. Voyons à présent l'ostéogenèse de l'os occipital. Nous avons au niveau de l'apophyse basilaire deux noyaux d'ossification, les noyaux basilaires, qui apparaissent à la 6e semaine in utero. Au niveau de chaque pars condylaire, un noyau latéral d'ossification qui apparaît à la 8e semaine in utero. Et enfin, au niveau de l'écaille occipitale,
4 noyaux d'ossification squameux, 2 noyaux supérieurs au niveau des fosses cérébrales et 2 noyaux inférieurs au niveau des fosses cérébelleuses. Ces noyaux squameux apparaissent à la 7e semaine in utero. Ces différents noyaux d'ossification vont grossir et finir par fusionner. Les pars condylaires et l'écaille occipitale fusionnent complètement entre 2 et 4 ans. Les pars condylaires et l'apophyse basilaire fusionnent totalement entre 7 et 10 ans. Abordons maintenant les articulations osseuses de l'os occipital. L'os occipital s'articule avec la première cervicale, l'atlas, en formant l'articulation occipito-atloïdienne, de type diarthrose. Nous voyons ici deux représentations de cette articulation entre l'os occipital et l'atlas, un dessin sur la gauche et une photographie d'une reproduction anatomique en plastique sur la droite. Cette articulation se fait entre les condyles occipitaux et les masses latérales de l'atlas. L'os occipital s'articule aussi avec l'os pariétal pour former la suture lambdoïde de type squamo-dentelé. Cette suture lambdoïde met en relation le bord supérieur de l'os occipital, ou bord pariétal, avec le bord postérieur de l'os pariétal. Pour rappel, elle s'étend du point lambda au point astérion et présente un point de changement de biseau, le point innominé ou point pivot occipito-pariétal. L'os occipital s'articule avec l'os sphénoïde en formant la synchondrose sphéno-basilaire de type synchondrose cartilagineuse. Cette synchondrose sphéno-basilaire met en relation la face antérieure de l'apophyse basilaire de l'os occipital et la face postérieure du corps de l'os sphénoïde. Enfin, l'os occipital s'articule avec l'os temporal en formant plusieurs sutures occipito-temporales. De l'arrière vers l'avant, nous avons la suture occipito-mastoïdienne de type irrégulière, la suture pétrojugulaire de type synchondrose et la suture pétrobasilaire conformée en rail plein et en rail creux. La suture occipito-mastoïdienne met en relation le bord inférieur de l'os occipital, ou bord temporal, avec la portion mastoïdienne de l'os temporal. La suture pétrojugulaire met en relation une partie du rocher de l'os temporal avec le bord inférieur de l'os occipital. Elle est occupée en totalité par le foramen jugulaire. La suture pétrobasilaire met en relation une partie du rocher de l'os temporal et le bord externe de l'apophyse basilaire de l'os occipital. Quels sont maintenant les liens anatomiques de l'os occipital? Tout d'abord des liens vasculaires avec les artères vertébrales, les artères spinales, l'artère méningée postérieure, mais aussi avec le système veineux par la veine jugulaire interne, les sinus veineux du crâne, plus précisément les sinus transverses, sinus sigmoïde, sinus droit, sinus sagittaux et sinus pétreux inférieur. Des rapports membrano-ligamentaires avec un certain nombre de ligaments assurant les moyens d'union entre l'os occipital et les vertèbres cervicales supérieures, mais aussi la durmère spinale et les membranes intracrâniennes telles que la faue du cerveau, la faue du cervelet et la tente du cervelet. Des rapports neurologiques avec le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral, la moelle spinale, ainsi que les nerfs crâniens 9, 10, 11 et 12.
des rapports avec les fascias, notamment le fascia cervical et le fascia pharyngé. Des rapports musculaires, nombreux, dont vous trouverez le détail ici.